Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans Match après Match. On va consacrer une grande partie de l'émission au derby lémanique d'hier. Et qui mieux pour en parler qu'un homme qui était sur la pelouse. Bonsoir Vincent Sasso. Bonsoir. Merci d'être avec nous, ça fait plaisir de vous accueillir ici. Merci à vous. Il ne rate rien de ce qui se passe sur les pelouses helvétiques et les pelouses du monde entier. Gabet Chapuzat est également avec nous. Bonsoir Gabet. Bonsoir. Et le patron Mike Pérez qui complète le trio. Bonsoir Mike. Bonsoir Vincent. On débute donc ce talk par le derby lémanique d'hier soir entre Servette et Lausanne, un match qui s'est terminé un partout avec le sentiment que les Grenats ont perdu 2 points et j'ai l'intuition que vous partagez un peu mon avis Vincent. Ouais, c'est vrai que vu la physionomie du match, on s'attendait à mieux, on espérait gagner. Je pense qu'on a un peu pêché dans le dernier geste et aussi par manque de maturité défensive. Gabet, Servette qui termine un partout alors qu'ils ont eu le ballon, les occasions, c'est vrai que c'est un peu décevant. Oui, mais j'étais quand même un petit peu déçu de la deuxième mi-temps. Si on relève un petit peu les vraies occasions, à part la belle frappe d'Imre sur la barre, une frappe de Valls, je trouve que que Servette a été peu dangereux. Je trouve qu'ils n'ont pas assez mis de pression. C'est vrai qu'ils ont eu le ballon, mais ça manquait d'idées, de percussions. Et là, je pense que j'étais un petit peu déçu des Servettiens sur les 45 dernières minutes. Bon, moi, je suis content d'entendre un joueur de Servette dire il nous manque le dernier geste, parce que quand c'est nous qui le disons, on nous dit toujours ouais, vous avez la critique facile et tout ça. C'est vrai, on le relève depuis longtemps que Servette pêche par manque d'efficacité devant le but. Et s'il n'y avait pas ce problème, on parlerait de Servette tout en haut. Ils sont déjà bien haut dans le classement, mais encore plus haut. Ouais, on a fait une petite compilation des occasions manquées des Servettiens. Alors, on n'a pas forcément pris les plus grosses actions, mais peut-être les plus gros loupés. Alors, c'est externe du pied de Rodelin qui part. Mais alors, dans la tribune, c'était la 3e minute. Il y a eu 2-3 situations comme celle-ci aussi. Chal qui tire sur Kay. Ouais, il y a de la maladresse. Il y a un manque de confiance aussi, peut-être, Vincent. Ouais, je pense qu'il y a aussi un manque de chance, parce que là, clairement, Schalke avait une vraie opportunité de marquer. Après, Ronny et Rodelin, c'est un excellent joueur devant les buts. Donc c'est vrai que sur cette action, il s'est un peu précipité, je pense, mais bon, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Et voilà. On a le sentiment que Servette, ils sont en progression de saison en saison. Gabet, qu'est-ce qui manque pour qu'ils passent un palier, qu'ils aillent vraiment gêner IB, gêner Bâle? Eh bien, un attaquant, je ne dirais pas du genre Cabral, donc j'arrête peut-être, mais je sais pas, un attaquant à 20 goals par saison, je pense que ça, je pense que c'est un petit manque, c'est une lacune dans le jeu servettien. Alain Guéguer essaie de trouver des solutions, il brasse un petit peu devant sans jamais trouver de solution. À l'époque, tout le monde réclamait un attaquant et puis on avait été chercher Clichy. Rien à voir, attention, personne ne discute la qualité de Clichy, mais je pense que Servette aurait eu plus besoin d'un attaquant de pointe qu'un défenseur. Il manque un peu de recrutement devant, vous êtes d'accord, Mike? Alors évidemment qu'on partage ça, puis je profite du fait qu'il y ait un défenseur de Servette. Non, mais voilà, on va être gentil avec Vincent, mais il le dit lui-même, il le reconnaît lui-même. Il manque aussi cette rigueur défensive qui fait que Servette encaisse tout le temps. On n'arrive pas à blanchir et on prend des buts évitables, comme c'était le cas hier. Et forcément, quand on encaisse et qu'en plus on a de la peine à marquer, on se complique un petit peu la tâche. Ouais, on va le voir, ce but lausannois qu'on a également isolé. Il y a pas mal d'actions à vous montrer de ce match. Vincent, ce duel sur corner, la VAR qui intervient, enfin même pas, le penalty a été sifflé directement, mais la VAR qui confirme en effet qu'il y a penalty. C'est dérangeant quand même pour vous, ça. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent en ce moment. On fait pas mal de petites erreurs qui nous coûtent des buts. Et voilà, au haut niveau, c'est vrai que ça paye cash, surtout avec la VAR maintenant. Donc il faut faire attention à ces petits détails. Et pour revenir à ce que disait Mike, c'est vrai que on ne peut pas se permettre de prendre des buts à tous les matchs si on veut espérer quelque chose dans ce championnat. On parlait du recrutement servettien, il y a aussi les infrastructures à Genève qui font discuter. Alors on imagine que le club fait le mieux qu'il peut, mais c'est vrai que les conditions d'entraînement, pas forcément idéales. Pas vous mettre en porte-à-faux, Vincent, donc je lance la question à Mike. Bon, en l'occurrence, c'est Vincent qui pourrait mieux répondre à ça pour dire c'est pas terrible, parce que c'est la réalité, mais oui, pourrait faire mieux. Pourrait faire mieux. En même temps, il n'y a pas beaucoup de clubs en Suisse qui peuvent se vanter d'avoir un vrai centre d'entraînement, des vraies structures. C'est un vrai manque en Suisse, mais à Genève, c'est peut-être le cas vraiment le plus problématique. Oui, malgré ça, il y a des grands joueurs dans cette équipe de Servette. On pense à Stevanovic qui est encore une fois brillant. Il avait été préservé contre Zurich, Gabet, mais quand il est là,
Servette a un autre visage. Bah oui, il était marqueur, il est plus souvent passeur que marqueur. On sait qu'il a une qualité de dernière passe, comme on dit, de dernière les fagots. Et il a en plus une grande lucidité dans le dernier geste. Non, c'est un joueur super important. Et quand il n'est pas là, ben, c'est là qu'on peut se rendre compte de son apport. C'est quoi comme coéquipier, Misha Stevanovic? C'est un super mec déjà. Très discret, très timide. Mais c'est quelqu'un, comme disait Gabet, sur le terrain, qui fait souvent tout juste, que ce soit dans la passe ou dans la finition. Un joueur très altruiste aussi, donc c'est vraiment un plaisir de l'avoir avec nous. Et c'est vrai que depuis maintenant le retour en Super League de Servette, c'est pour moi un des meilleurs joueurs de ce championnat. Quand il y a un joueur qui se montre comme ça, Mike, c'est vrai qu'on peut se dire peut-être qu'il va attirer les convoitises hors du pays. Et là, il a prolongé. Donc tout va bien pour Servette. C'est vrai que de pouvoir garder un joueur de la trempe de Stevanovic, c'est déjà un gage de sécurité, de garantie pour l'avenir, de continuité. Donc ça peut aussi permettre à Servette d'accueillir de nouveaux joueurs, parce qu'on sait qu'on a déjà une ossature assez intéressante. Et Stevanovic, on sait l'importance qu'il a. On sait que quand il n'est pas là, c'est plus compliqué pour Servette. Il n'était pas là cette semaine à Zurich. Alors, Servette n'a pas perdu, hein, c'est déjà... Mais il a eu beaucoup de peine pendant une demi-heure, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, il manque, ça c'est clair. Et là aussi, on l'a souvent souligné, au point de se demander si Servette n'est pas dépendant de Stevanovic. Ouais, c'est le cas de pas mal d'équipes. Hein. On pense à Marquezano à Zurich. Il y a des joueurs comme ça qui ont un impact dans une équipe. On a vu beaucoup Imeri aussi, Gabet, cette semaine. Oui, bon, Emery, il aimerait bien, je pense, il est jeune, il est ambitieux, il a des qualités. Il aimerait, souvent, il est utilisé sur le côté gauche. J'ai l'impression que lui, il se sent plus à l'aise dans l'axe. Hein, il pourrait, mais enfin, bref, voilà, je l'ai senti un peu fâché. Il est rentré l'autre jour, du reste assez bien rentré. Il a marqué un goal absolument formidable. Et j'entends un coup franc décentré. On sait qu'il a quelque chose dans les pieds. Non, j'espère pour lui qu'il pourra décrocher vraiment une place de titulaire. La difficulté peut-être pour Imeri, c'est d'être un peu plus constant. C'est vrai qu'il a des grands moments dans les matchs, il est créatif, il marque des buts importants. Contre Zurich, c'était le cas. Mais peut-être il lui manque peut-être ce professionnalisme-là, Vincent. Clairement, c'est un joueur qui a d'énormes qualités. Il a vraiment tout. Après, quand on est jeune comme ça, ce qu'il faut, c'est être régulier. Et je pense que malheureusement, ça vient aussi avec l'expérience, la répétition des matchs. Et puis le fait qu'il puisse jouer à tous les postes aussi, c'est un avantage, mais aussi un inconvénient pour lui, parce qu'il n'a pas forcément de continuité là où je pense qu'il serait le meilleur, c'est au milieu de terrain. Mais c'est vraiment un super joueur. C'est le poste qu'il recherche, hein. Lui, ouais, je pense que... J'ai déjà compris dans ses interviews qu'il est plutôt attiré par l'axe, à être au cœur du jeu, plutôt que d'être, je ne veux pas dire, abandonné sur un côté, où il peut moins exprimer son talent. Ben voilà, il a 21 ans, mais il ne doit pas baisser les bras, mais c'est vrai qu'à 21 ans, on a le droit, surtout si on a des qualités, d'être ambitieux, d'accrocher une place de titulaire. Ça, je me mets à sa place. Mais on a peut-être l'impression que c'est difficile de gagner sa place dans le 11 d'Alain Gaguerre. Ça aussi, on le dit souvent d'ailleurs. On le dit souvent que Alain Gaguerre, il a son équipe type, son 11 de base, et que sauf blessure, suspension ou autre imprévu, il a de la peine à sortir de ce 11 type. Hein, et Imri n'en fait pas partie encore aujourd'hui de ce 11 type. Donc à lui de profiter des occasions qui se présentent à lui. Cogna est actuellement blessé. Forcément, sur la durée d'une saison, il y a des blessures, il y a des suspensions. À lui d'exploiter au mieux ces situations ces opportunités qui lui seront offertes. C'est vrai qu'avec Gaga, il y a peu de surprises. Hein. C'est un entraîneur assez conservateur. C'est facile de savoir, je dis. Je crois que Mike, comme il a dit, s'il n'y a pas de blessé, pas de suspendu, le gardien, il est connu. Les quatre derrière, c'est toujours les mêmes. Les trois du milieu ne changent pas. Stevanovic, puis après, voilà, il reste deux places. Et voilà, on se bat entre Kay, Rodelin, Schalke et puis Imri, par exemple. Et en plus, le jeune Antunes. Je crois qu'on a vite fait le tour un petit peu de la stratégie de l'entraîneur. Vincent, il passe comment ce message dans le vestiaire? Les choses sont claires, voilà, il y a les titulaires, les remplaçants et tout le monde est OK avec ça? Non, c'est pas aussi simple que ça. Évidemment, il y a énormément de talent dans l'effectif et tout le monde a une carte à jouer. Après, évidemment, il y a des choix qui sont faits et puis il y a aussi une équipe qui est en place depuis
un petit moment, des automatismes qui sont trouvés, que ce soit avec Valls, Konya au milieu de terrain. C'est vrai que, comme disait Gabé, Mitcha à droite, on ne peut pas lui enlever sa place, sauf s'il est blessé. Après, voilà, c'est vrai que ça ne change pas trop, mais c'est quelque chose de normal, je pense, pour une équipe comme Servette. Hier, c'était derby, Mike. 11 000 personnes au stade de Genève. On a l'impression que voilà, les résultats, le marketing aussi, parce que Servette est très actif sur les réseaux sociaux. On sort souvent des tweets. C'était le cas pour le derby, évidemment. Ça commence à fonctionner. Et tant mieux, parce que déjà, l'équipe, elle mérite d'avoir du public. Après, on sait à quel point le public genevois, il est compliqué à les conquérir, à faire venir au stade. C'est un public qui aime bien quand il y a un événement et quand il y a quelque chose de spécial qui se déroule au stade. Mais là, objectivement, et c'est pas parce qu'on fait une large page consacrée à Servette qu'on doit forcément dire aveuglément du bien de cette équipe. Mais oui, le jeu proposé par Servette, le stade, on peut en dire ce qu'on veut, c'est un stade de foot, trop grand diront certains pour Genève, mais voilà, c'est un vrai stade de foot, compliqué d'y accéder. Ça, c'est vrai aussi. Ouais. mais disons, mais voilà, c'est un stade de foot. Ouais. Il y aurait de quoi faire quelque chose, il y aurait de quoi avoir un vrai public. Et objectivement, cette équipe, elle mérite parce qu'elle est joueuse, parce qu'elle obtient des résultats. Hier, c'est 11 000 contre Lausanne parce que c'est le derby. Mais il devrait y avoir, je sais pas, 10, 15 000 en moyenne, facilement. Prochain match à Genève, c'est contre IB. J'ose espérer que dimanche après-midi, il y aura du monde pour recevoir le champion de Suisse. C'est un peu le mal du foot roman, hein, quand on pense à Lausanne. OK, il y a 12 000 spectateurs conscients parce qu'ils ont fait la grande fête, mais pour ça, ils ont dû donner les billets, ils ont invité tout le monde. C'est vrai qu'ils voulaient faire un stade plein, mais à part ce match, c'est vrai qu'on a des petites moyennes. Regardez à Sion ce qui se passe. Ils ont annoncé 4 000 spectateurs. FC Sion, ça me paraît inimaginable jouer à Tourbillon devant moins de 4 000 spectateurs. C'est vrai que par rapport à la Suisse allemande, on est vraiment en retard. Vous le sentez, Vincent, qu'il y a un peu plus de ferveur autour de l'équipe ? Ouais, je pense aussi que les gens ont envie de revenir au stade parce qu'avec le Covid, ça a été impossible pour eux pendant un certain temps. Et c'est vrai que quand c'est un derby, il y a forcément plus d'engouement, plus de monde. C'est quelque chose qui nous fait du bien aussi parce que clairement, avoir plus de 10 000 spectateurs derrière soi, on le sent tout de suite. Et c'est vrai qu'hier, l'ambiance était sympa. Ouais, sur le terrain, les émotions qui ont aussi été présentes. Alors, beaucoup de supporters genevois ont parlé de ce petit événement entre Suzuki et Stevanovic qui n'a pas été... il n'y a pas eu d'intervention de la VAR. Je pense que, Vincent, vous étiez bien présent dans l'action. On va voir les images dans quelques instants. Mike, je vais vous demander d'abord votre avis journalistique sur cette scène. Il y a quelque chose. Ça, c'est clair. Il se passe quelque chose. Il y a ce mouvement de Suzuki contre Stevanovic. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'images pour nous prouver, pour nous démontrer qu'il y a bel et bien un coup de coude qui a été donné. Après, Vincent nous dira si sur le terrain, avec son angle, à lui, il voit quelque chose. Il y a un mouvement. Est-ce qu'il lui met simplement un coup d'épaule? Est-ce qu'il sort le coude? Franchement, voilà, sur ces images-là, impossible de juger. On a collé cette situation avec une autre qui s'est déroulée dans la semaine entre Saint-Gall et Bâle, où là aussi, ça a fait beaucoup parler, la poussette, même le coup un peu donné à Petretta vers Bézio. Mais votre avis quand même sur cette situation, Vincent? Déjà, sur celle de Stevanovic, moi, d'où je suis, je ne vois pas forcément. Après, je sais que Mitcha, ce n'est pas un joueur qui simule. C'est pas son style. Après, pour revenir sur celle de Saint-Gall, il y a aussi l'attitude du joueur de Saint-Gall qui, malheureusement, ne se laisse peut-être pas tomber. Alors, il a 17 ans, c'est pour ça. Il est encore innocent. Si c'était Stocker, il y a longtemps qu'il aurait été les 4 fers en l'air. Ou Guillemenon, parce qu'on aime bien le chanter avec ça. C'est ça, mais c'est vrai que si peut-être qu'il tombe, l'arbitre est peut-être obligé d'aller voir à la VAR. Et c'est vrai que c'est un petit contact, mais ça suffit à le déséquilibrer et à peut-être l'empêcher de marquer ou de faire mieux, quoi. Suzuki, je pense que Suzuki, il a eu un mauvais réflexe. Il a eu peur que Stevanovic lui passe devant et il lui a quand même mis le coude, il faut dire la vérité, quoi. Voilà. On a tous été défenseurs de temps en temps, c'est vrai. Je ne pense pas que c'est un acte vraiment volontaire, mais enfin bref, je pense qu'il a voulu empêcher le passage, comme l'on dit. Ça méritait peut-être un jaune. Oui. Et c'est pas la première fois cette saison que Servette et la VAR, ça fait discuter. Alors il y avait une communication peut-être un peu excessive de la part du club. Ce qui est sûr, c'est que là, les supporters sont fâchés.
Je les comprends, hein, qu'ils soient fâchés, effectivement. Parce Elle n'est pas tombée tout seul, hein, on est bien d'accord. Il y aurait pu y avoir quelque chose. Après, il ne faudrait pas non plus tomber dans l'extrême. Oui, Servette a eu le sentiment, vraiment le sentiment de ne pas avoir été justement arbitré lors du match à Zurich contre Getse. Après, on en a beaucoup parlé. On a eu des explications du chef des arbitres par rapport à ça. Ou une situation, effectivement, alors là, clairement, Servette n'avait pas été traité justement. Mais après, voilà, ça fait partie j'ai envie de dire, du sport, de l'adrénaline quand on sort du terrain. Jérémy Frick était chaud, hein, d'ailleurs. Il s'est un peu fait remettre à l'ordre, si j'ai bien compris. Voilà, on peut en vouloir aux arbitres, on peut en vouloir effectivement à quelques décisions, mais en même temps, quand on regarde ça avec du recul, à tête reposée, on se rend compte qu'il n'y avait pas tout qui était complètement faux. Bon, les erreurs, c'est humain, et derrière la VAR, ce sont aussi des humains. Je profite de la présence de Vincent Sasso sur ce plateau, parce que les téléspectateurs avaient quelques questions à vous poser. On a reçu beaucoup de propositions de questions, j'ai fait une sélection. Est-ce qu'on gagne mieux sa vie à Servette ou à Belenenses en tant que footballeur ? C'est à peu près la même chose. Ça vous donnait pas de chiffres, c'est bien. Après, la vie en Suisse, je l'apprends à personne, est plus chère que celle au Portugal. Étonnant. Mais c'est à peu près la même chose. Question d'un certain Steven L, consultant chez Blue Sport. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est le donne et bouge ? Steven, un ancien coéquipier, vous l'aurez tous reconnu, Steven Lang. Le donne et bouge, c'est quelque chose qu'on a appris à Nantes, à la formation. Et c'est vrai qu'à l'entraînement, on était tout le temps en train de se chambrer par rapport à ça. C'est l'ABC du foot, hein. C'est ça. À part ça. C'est un peu la base. On ne s'arrête pas après une passe. Comment est-ce que vous faites pour jamais recevoir un deuxième carton jaune avec vos contestations et réclamations ? J'arrive à m'arrêter au bon moment. Je l'ai évidemment appris à mes dépens en étant plus jeune, mais c'est vrai que j'arrive encore à garder mon calme quand je sais que j'ai un carton jaune et je sais où sont les limites. Il y avait aussi... Oui, et puis bon, il faut aussi connaître les arbitres parce qu'il y en a qui réagissent différemment. Donc, c'est vrai, il faut être assez malin, il faut connaître ses limites, les limites de l'autre. Il y a une borne à pas dépasser, c'est vrai. Gabin, il était nos limites, lui, en fait. Non, mais moi, c'est une légende. Hein. Croyez-moi, j'ai quand même fait... Combien, 18 ans de haut niveau, on m'a dit oh, tu as au moins eu une quarantaine de cartons rouges, alors que j'ai eu que 4 cartons rouges. Ok, mais parce que ce n'étaient pas les mêmes critères. Je concède qu'à l'époque, c'était beaucoup plus permissif. Oui, Et du reste, si on regarde en France, hein, je regarde de temps en temps Dimeco, quand ils étaient à Marseille, qui jouaient contre Paris, c'était pas des matchs de foot, c'était de la boucherie. Lui-même l'a dit. Je prends le mot qu'il a sorti de sa bouche. Merci d'avoir remis l'église au milieu du village, Gavet, c'est important. Question d'un certain Christopher R, qui se demande si vous allez ensemble à Paris mardi. Bonne question. À lui de me dire, hein, parce que c'est un peu sa femme qui décide à la maison, donc ce sera à lui de me répondre. J'espère que le message est passé pour Chris Routis. Qui est l'attaquant le plus compliqué à défendre dans le championnat suisse ? Je pense que Cabral, c'est le plus complet. Après, quand je suis arrivé, j'aimais beaucoup Nuzzolo. Du coup, j'aimais pas jouer contre lui, mais je trouve que c'était un très bon attaquant aussi. Mais je vais dire Cabral. Et puis Jean-Pierre Nsabé aussi. Non, je dis ça parce qu'on en parle, vu que malheureusement il est absent. Mais toujours blessé. 32 goals la saison dernière, il fallait le faire. Vous êtes en fin de contrat l'été prochain. Est-ce que vous allez prolonger l'aventure à Genève ? Est-ce que les discussions sont en cours ? Non, pas encore, mais on verra. Il y a le temps encore. On n'en parle pas pour l'instant et on verra par la suite. Nous, on souhaite vous conserver dans le championnat suisse. En tout cas, on va passer au LS, Mike Perez, parce que s'il y avait Servette, il y avait également Lausanne dans ce match. Est-ce que vous avez compris ce que cherche à faire le Lausanne Sport sur le terrain ? Non. Toujours pas, parce que voilà, c'est beau d'avoir une sorte de méthode Coué là, qui plane par-dessus. Moi, ça me fait quand même souci d'entendre l'entraîneur dire on n'a pas été ridicule après le 6-1 pris à la maison contre Young Boys. Ça me fait souci d'entendre le directeur sportif dire dans 3 ans, on joue en européen, je crois, les 3 premières places. Moi, comme ça, je vois pas comment, dans 3 ans, le LS peut être aux 3 premières places. Non, parce qu'entre-temps, tu vas couler peut-être. Voilà, les mauvaises langues diront peut-être les 3 premières places de Challenge League. Mais là, franchement, j'ai un peu de peine à suivre.
On ne va pas refaire le débat, l'histoire de Ineos, des jeunes qui sont prêtés, qui viennent de Nice, qui viennent d'Abidjan ou autres. Mais là, ce qui me fait le plus souci, c'est que je n'ai pas l'impression qu'il y ait une immense révolte sur le terrain et que voilà, cette méthode Coué, elle est arrivée jusque dans le vestiaire, jusque sur les joueurs et que je n'ai pas le sentiment qu'ils soient monstres inquiets. À une ou deux exceptions près, je dirais, où on sent là quand même qu'il y a les tripes qui parlent. Je n'ai pas le sentiment que les joueurs... Mais je me trompe et j'espère me tromper. Vraiment, j'espère me tromper. C'est quoi le plan de jeu du Lausanne Sport cette saison? Si je le savais, 3-5-2. Non, il ne joue jamais avec deux attaquants, malheureusement. C'est clair qu'on était chercher un renfort. Il s'appelle Georges. Il a une bedaine et un bon point. Il y a des transferts que je n'ai pas compris. Comme toute la politique du Lausanne Sport, on avait passé par étapes. On s'est séparé des anciens qui étaient encore performants. Hein. Je pense à Flo, je pense à Borani Azavic. Comment? Borani Azavic. Oui. Et à Zurich, il est excellent. Mais bien sûr, Flo avait fait une super saison. En plus, il pouvait jouer soit dans le couloir où il excellait, et même souvent, il a joué dans la chaîne de 3. Donc, il était vraiment à la hauteur. On s'en est séparés. On s'est séparé de Lusty, qui était quand même peut-être pas le plus grand défenseur du championnat suisse, mais régulier et qui n'a que 24 ans. Et puis, aujourd'hui, on est en difficulté. On va chercher Shafik, qui a 36 ans, et puis Grippo, qui en a 33. Donc, vous voyez, j'ai un petit peu peine à suivre tout ça. Donc, et en plus, je m'inquiète aussi, je crois que Mike l'a très bien relevé, sur le côté positif, mais inquiétant de l'entraîneur quand tu prends des claques à la maison où tu étais ridicule pendant 80 minutes, tu fais pas tu n'as pas le droit de dire on n'a pas été ridicule. Oui, là, tu dois le dire, on a été ridicule, on a du boulot, on doit se mettre au travail. J'ai l'impression que là, je sais pas si le club va vraiment réagir. 8 matchs, 4 points, je pense que c'est le moment de faire une autocritique et puis de se remettre en question et puis surtout de voir l'avenir. Qu'est-ce qu'on pourrait corriger pour enfin retrouver un LS compétitif? La chance du LS, c'est que Lucerne ne va pas très bien non plus. Donc Comme ils sont pas distancés. Ils ne sont pas largués au classement. Saint-Gall est devant avec 6 points. Donc il n'y a que 2 points de retard finalement sur la 8e place. Donc, ouais, effectivement, peut-être que si on prend le classement, il y a de quoi se dire, OK, pour l'instant, pas de panique. Et puis je connais. Mais il n'y a que 8 matchs de jouer. Hein, mais il y a 8 matchs et seulement 4 points. Un demi-point par match en moyenne. Ça va faire une Il reste 28 à jouer, donc oui, on a le temps, c'est vrai. Oui. Mais je pense qu'il faut réagir assez vite parce qu'on sait très bien que Lucerne est dans la même configuration que l'année passée. Ils avaient aussi très mal démarré. Je vous rappelle que Lucerne, après 28 journées, il était égalité avec Vaduz à l'avant-dernière place. C'est vrai qu'ils avaient fait une fin de championnat vraiment de qualité, gagné la coupe, mérité, c'est vrai. Et moi, je me suis le premier qui me suis trompé sur le futur, sur le Lucerne de cette année, parce que malheureusement, Mike a toujours la mauvaise idée, il nous proposait des pronostics en début de saison. J'ai mis Lucerne dans le haut du tableau, donc aujourd'hui. Et puis, comme par hasard, Zurich. Vous avez mis Zurich en bas, plutôt. Zurich en bas. Donc, vous voyez que, voilà, on peut être footballeur et pas forcément bon pronostiqueur. Ouais, Vincent, vous les avez affrontés hier, alors vous n'avez pas battu. Hein. Vous avez fait ce match nul, on l'a dit, mais vous avez pensé quoi de ce Lausanne Sport? Et comment vous avez préparé ce match aussi? On l'a préparé de la même façon que tous les matchs. Après, on savait que c'était un derby, c'est très important pour les supporters et pour le club. Après, voilà, on n'a pas été capable de les battre. C'est vrai qu'ils sont dans une situation un peu plus difficile que la nôtre, donc forcément, après avoir reçu une telle défaite contre IB, ils venaient aussi pour se rassurer. Et se rassurer, ça passait par être solide défensivement, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, quelque part, je comprends un peu la tactique qu'ils ont adoptée hier. Ouais, un tir cadré dans ce match pour le LS. Mike, le penalty, hein? Oui. Ben oui. Frick, 0 tir, 0 arrêt. Donc voilà, je crois qu'on a résumé tout le match. C'est pour ça qu'on peut en vouloir à Servette de ne pas avoir pris les 3 points. En vouloir à Frick aussi. Mike, vous l'avez dit, un demi-point par match, ça vous fait 18 points à la fin de la saison sur 36 journées. Je rappelle que Vaduz, la saison dernière, avait terminé la saison dernière avec 36 points. Ouais. Bon, on va aussi être positif par moment et se dire ils vont bien finir par gagner un match une fois. Mais là, il ne reste plus qu'un match, qu'un adversaire à affronter. Et ensuite, on aura terminé le premier tour. C'est pas facile, à Déplacement à Lugano samedi, ouais. qui est pas mal en forme actuellement. Avec le changement d'entraîneur, ça se passe plutôt pas mal au Tessin. Donc après, tout est possible. Hein. Ils peuvent aller gagner à Lugano. Mais à un moment donné, il faudra quand même
se dire ce serait peut-être pas mal de gagner un match. Parce qu'en avançant à ce rythme-là, la spirale négative, on la connaît. Mais aujourd'hui, moi, sincèrement, je me fais énormément de soucis pour le Lausanne-Sport. Je m'en fais peut-être plus finalement que l'entraîneur et le directeur sportif réunis. En tout cas, dans leur déclaration. Oui, en tout cas, dans leur déclaration, oui. Mais... Il y a des choses positives sur lesquelles Branovic peut s'appuyer quand même, des éléments dans cette équipe, des joueurs qui sur lesquels il peut essayer de s'appuyer pour tirer. Il y en a quelques-uns qui effectivement mouillent le maillot vraiment, et puis on les sent affectés après une défaite. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin. Ceux qui sont du cru, ceux qui sont de Lausanne, eux, ça leur fait mal de voir l'équipe dans cette situation-là. Et eux, ils ont envie de sortir toute l'équipe. Pas que eux, mais ils ont envie de sortir toute l'équipe de la situation dans laquelle ils sont. Donc voilà, les jeunes du cru. Il y a des joueurs qui sont irréprochables dans l'attitude, dans la performance, qui donnent tout. Après, à un moment donné, ils font du mieux qu'ils peuvent, mais c'est peut-être pas toujours suffisant justement pour gagner des matchs. Parce qu'il y a des limites, c'est vrai. En plus, on fait confiance à des jeunes qui sont vraiment inexpérimentés. Je pense surtout aux défenseurs. Là, il faut... Moi qui étais défenseur, mon vis-à-vis aussi, c'est quand même important pour moi, l'édifice, il faut avoir une base solide. Si défensivement, tu ne tiens pas la route, croyez-moi que c'est compliqué. Donc là, il faut déjà... Mais il faut aussi se dire que Lausanne a peut-être rêvé, on a perdu des bons joueurs quand même. Je vous rappelle, on a laissé partir Dacunha, qui joue de temps en temps avec la première équipe de Nice. On a laissé partir Guessant. Je parlais des absents. Et puis on a perdu Tourcasse qu'on n'a jamais remplacé, vraiment. Donc, c'est vrai. Moi, par exemple, le jeune attaquant que je trouve pas mal, et je le trouve vif et tout. Il était intéressant chaque fois qu'il est rentré en jeu parce qu'il a plutôt un rôle de remplaçant. Je pense Ouattara. Je trouve que là, il y a quelque chose à faire. Donc, c'est à l'entraîneur de trouver des meilleures solutions. Bon, encore un match pour terminer ce tour. Ce sera donc à Lugano samedi. On l'a dit. Hier soir, il y avait le derby, mais la Planète Foot a été alertée par un autre événement en Italie. L'AC Milan ouvre le score à la Spezia, un but signé Daniel Maldini, le fils de l'illustre Paolo, le petit-fils également de Cesare. Une dynastie de Maldini à Milan, ce qui m'a donné envie de parler de succession, être le fils d'un footballeur connu. Est-ce que c'est une bénédiction ou une malédiction? Gabet, je crois que vous connaissez un peu le sujet. Oui, c'est pas forcément un cadeau, c'est vrai. Ça va quand il est bon. Moi, j'ai eu la chance que depuis tout petit, Stéphane, c'est vrai que depuis junior, il te mettait 200 goals par saison. Il était en dessus du lot, donc c'est plus facile quand ton fils est excellent. Donc, souvent, moi, je connais de bons footballeurs qui avaient justement une progéniture qui faisait du foot et puis qui se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas de talent. Ils leur dit, écoute, ça serait mieux que tu fasses pas du foot et tout ça. Mais c'est vrai, c'est une chance extraordinaire. Et moi, c'est une troisième génération. C'est vrai que peu personne, en tout cas, c'est normal parce que ça monte à quelques années. Mais mon père a été champion suisse avec Lausanne. Donc, moi, j'ai eu la chance. Derrière, tu as un fils qui joue au plus haut niveau. C'est vrai, c'est du pain béni. La dynastie Chapuzza. Mike, d'un point de vue journalistique, voilà, avoir le fils de Paolo Maldini marqué avec l'AC Milan, pour nous, c'est génial. L'histoire, elle est magnifique. C'est le portrait craché du père, en plus. Donc, vraiment, quand on le voit jouer, on a l'impression de revoir le Paolo Maldini jeune des années 90 du grand AC Milan. Donc oui, c'est une très très belle histoire que de voir cette success story qui se poursuit ainsi. Avec Gabet et Stéphane, c'était quand même complètement différent. C'était pas le même registre. Ouais, mais le père était meilleur que le fils. Moi, je suis convaincu. Ah bon? Oui, non, mais le fils a gagné plus de titres quand même. Oui, et plus d'argent surtout. Mais c'est vrai que c'est marrant de voir ces histoires. Puis je trouve que c'est intéressant au début, effectivement, on est le fils de. Et il faut se faire un prénom. Et c'est jamais simple pour ces gamins. Et puis peut-être qu'à un moment donné, effectivement, dans le cas de Stéphane Chapuzza, il arrive un peu à inverser cette tendance. Et tout d'un coup, c'est Gabet qui devient le père de. Donc, je sais pas. Au départ, c'est le fils de et tu deviens le père de, c'est vrai. Mais c'est pas évident. Vous l'avez bien vécu, Gabet à Lausanne, on a eu le fils Zidane. C'est pas facile. Quand ton père s'appelle Zizou, c'est compliqué. Je crois qu'il a deux fils qui jouent. Il y a l'autre, c'est le gardien, je crois. Oui. Non, il y a eu peu. En plus,
faut pas oublier que les footballeurs font plutôt des filles que des garçons. Donc, c'est vrai qu'il y a Alors, pas il faudra beaucoup vérifier de ça jeunes. statistiquement. J'avais pas entendu cette information, Gabet. De toute façon, il y a comme ça des pères-fils du football qui vous ont marqué. Il n'y en a pas eu énormément. Hein. Bah, il y en a eu quelques-uns. Zidane, Oui. forcément, le père. Après, c'est vrai que c'est jamais facile de suivre les traces d'un père qui a eu autant de succès, que ce soit comme joueur d'abord et maintenant comme entraîneur. Après, les Thuram, je pense qu'il y en a deux, je crois. Alors Marcus, en tout cas, qui Marcus, est ouais, vraiment marqué et depuis 2 saisons. Là. Et un Nice maintenant. Cruyff peut-être, mais ça n'a aussi pas été aussi bien que son père. Mais, Moi, c'était un bon joueur quand même. Presque l'impression que Jordi. plus le père était fort, plus la pression elle est lourde sur les épaules des enfants. Pas plus c'est difficile finalement d'égaler le père, hein, parce que c'est vrai que quand on a eu un père qui a été champion du monde, ballon d'or ou vainqueur de la Ligue des Champions ou je ne sais quoi, bah si on se dit tiens, il faudrait que je fasse aussi bien que papa, bah ouais, ça. Il paraît que le fils de Ronaldo était plus fort à son âge que Christian. Donc, je me réjouis de voir. Messi espère, il a 3 garçons. C'est vrai que lui, il a fait... Non, c'est difficile. Je crois que c'est tellement rare. Il y a encore Kluivert, je crois. Moi, j'ai connu Philippe Hertig pour les anciens Lausannois. Hein, son père Charles, qui était champion suisse et puis qui était notre entraîneur dans les années 80 à Lausanne. Donc, il y a quelques exceptions, mais c'est surtout pas une règle. Ah, aussi Zoufi. Hein. Oui, Zoufi était un attaquant intéressant qui a été champion suisse avec Young Boys notamment. Vincent, sans révéler votre vie privée, si vous avez des enfants, vous les mettriez au foot? S'ils ont envie, évidemment. C'est une décision qui leur appartiendra, je pense. Après, voilà, c'est vrai que moi, j'ai grandi là-dedans et c'est ce que je fais aujourd'hui. Après, ils n'auront pas de pression à ce niveau-là. C'est plus difficile, vous pensez, Mike, dans le même club? Parce que l'image laissée par le père, c'est... Oui. Jamais évident. Moi, je pense qu'effectivement, on arrive... déjà que, basiquement, justement, il faut se faire sa place, il faut se faire son prénom, il ne faut pas juste être le fils d'eux et avoir peut-être le sentiment que les autres s'imaginent qu'on a des passe-droits parce qu'on est Plus de le C'est de la jalousie, hein, ça nous... Oui, pas, oui. hein. Mais vous me direz, c'est valable pour le foot, mais c'est valable dans n'importe quel domaine du monde du travail ou autre, hein, dans les entreprises familiales où on est exactement dans la même configuration. Donc oui, si en plus on est dans la même structure, ouais, moi ça me semble en tout cas plus compliqué. Faut peut-être du coup partir justement, aller se faire sa place ailleurs, aller faire ses preuves ailleurs, sans qu'il y ait justement le papa qui rôde là autour. Autre sujet dans l'actualité, alors avant, on va quand même dire qu'on va suivre avec attention la carrière de Daniel Maldini qui a marqué hier et voir s'il va vraiment suivre les traces de son père. Autre sujet dans l'actualité, Gisèle, le choc d'hier soir entre Fasnacht et Kempter, un tête contre tête qui a forcé le milieu de terrain à quitter la pelouse. Dernièrement, on parle beaucoup de la santé des joueurs et même si c'est un accident, certains militent pour un football sans jeu de tête. Une étude de l'université de Glasgow estime qu'un défenseur de foot a 5 fois plus de chances de développer une maladie neurodégénérative que le reste de la population. Gabet, vous êtes de l'ancienne école. Est-ce que c'est envisageable un foot sans jeu de tête? Ben non, non, vraiment pas. Bon, alors moi, je risque pas d'avoir une maladie dégénérative parce que j'étais absolument nul de la tête. Donc, moi, j'avais la chance quand je jouais derrière, parce que c'était à l'époque en libéraux, j'avais un stopper qui s'appelait Ous Bamert qui prenait tout de la tête. Donc, moi, non... oui, on en a fait. Aux entraînements, on fait des exercices, ça s'apprend. Moi, j'ai jamais eu l'impression de mettre ma vie en danger. Mais c'est vrai que maintenant, on n'a qu'à voir. Chaque fois qu'il y a une commotion, on prend des précautions. Je trouve que c'est bien qu'on protège les joueurs, surtout leur santé. Bon, Vincent, vous n'êtes pas Ous Bamert, mais vous êtes Vincent Sasso et vous jouez pas mal de la tête. Votre avis quand même sur cette question? Ouais, c'est vrai qu'on s'en sert quand même énormément, que ce soit sur les coups de pied arrêtés... ou même sur les longs ballons. Après, c'est vrai qu'il faut faire attention et tous ces protocoles mis en place sont importants, mais pour moi, c'est quand même compliqué. Un football sans jeu de tête, pour l'instant, je ne l'imagine pas trop, en tout cas. Mike, vous arrivez à imaginer le jeu sans tête ou pas? J'ai essayé, puis je me suis dit, ouais, tiens, on fait quoi de ces ballons aériens, de ces dégagements du gardien? On fait comment les corners? On les joue... au sol. On les joue au en sol 2 temps. et tout, ouais, on les joue à 2. Bon, déjà... Ça se fait. Ça se fait déjà, puis Ça c'est se fait déjà. pas toujours terrible.
Ouais, bah ça change quand même fondamentalement le sport. Faudrait se le réapproprier, faudrait le réinventer, faudrait quand même là, ce serait une non, je ne vois pas le foot jouer avec un casque, hein, par exemple. Je sais pas. Non. Si on va plus loin au niveau des protections. Non, je plaisante. Mais c'est difficile à s'imaginer. Faudrait qu'on s'essaye une fois à aller jouer au foot en se disant, bah voilà, on met pas de ballon aérien, c'est que au sol. C'est un peu le futsal, quoi, finalement. On devrait limiter peut-être au niveau des entraînements, mais les balles arrêtées, on les travaille à l'entraînement, donc automatiquement, vous êtes dans cette situation. Non, le foot sans jeu de tête, ça, pour moi, c'est plus le foot. Donc, voilà. Bon, c'est pas uniquement le fait de les contacts avec le ballon, hein, parce que le jeu aérien, ça provoque des chocs avec des adversaires, avec les gardiens, et c'est vrai qu'on a l'impression que voilà, c'est un sujet qu'on n'aime pas trop aborder dans le foot, parce que les commotions, on fait attention, mais il y en a quand même passablement. On a vu pas mal de joueurs ces derniers temps être touchés dans ce domaine-là. Quand tu vas au contact, moi qui étais mauvais de la tête, je me suis fait casser 2 fois le nez, donc ça fait partie du jeu. Ma foi, tu acceptes, voilà. C'est un peu comme au hockey sur glace, Mike, que vous connaissez bien. Oui, mais bon, le hockey sur glace, j'ai pas envie de dire que ça fait partie du jeu, justement, que d'aller mettre des coups à l'adversaire, parce qu'on protège aussi. Hein, les charges sont autorisées, hein, c'est différent. Voilà, l'exercice est un petit peu différent. C'est souvent les conséquences des différentes charges qui font que les hockeyeurs commencent à avoir mal à la tête. Là, voilà, il y a d'une part, effectivement, le jeu de tête, hein, parce qu'il y a le simple fait de l'impact du ballon contre la tête. Chez les enfants, je sais qu'on prend des mesures déjà, on essaye de minimiser le nombre d'impacts, des choses comme ça. Donc, il y a l'aspect purement du jeu déjà, jouer de la tête, puis après, ouais, le danger, le risque qu'il y a. Quand on va au duel aérien, on a vu l'exemple de Fasnacht. Il y a Anthony Sautier dernièrement aussi à Molde qui est rentré avec un mal de crâne. Peut-être même une petite commotion d'ailleurs au passage, mais voilà, c'est clair qu'il y a toutes les situations où du moment qu'il y a un ballon dans les airs, tout le monde se bat pour aller chercher ce ballon, et forcément, des fois, il y a quelques petits accidents au télescopage. Il y a certaines fédérations qui l'interdisent, le jeu de tête pour les jeunes. C'est envisageable, ça, Gabet, ou comme vous l'avez dit, ça fait partie du jeu, donc il faut aussi apprendre à jouer de la tête. Bah oui, non, pour moi, c'est un élément important. Moi, j'ai toujours regretté d'avoir eu un très mauvais jeu de tête. Donc, et pourtant, croyez-moi, j'ai exercé. Mais non, ça fait... Moi, je pense plutôt, c'est pas le ballon, c'est plutôt les chocs tête contre tête. Je pense de ce côté-là qu'on doit être. Mais ça, c'est inévitable. Très attentif. À partir du moment où on a des ballons aériens... Mais on doit être très attentif sur les conséquences. On prend le risque. Ouais, du coup, c'est une semaine de Ligue des Champions, et IB s'en ira défier l'Atalanta mercredi après avoir réussi l'exploit de battre Manchester United. On le rappelle, on aime bien le rappeler, hein, ça, c'est assez important. Un match où les Bernois devront donc se passer de Cédric Sessiger et de Christian Fasnacht pour la raison évoquée il y a quelques instants. On a souvent parlé des absents, on n'aime pas parler des absents, Mike, mais c'est vrai que voilà, sans Fasnacht, sans Sessiger, ça fait quand même 2 absences qui peuvent peser. Mais si on recule là au père en défense centrale avec Samara, comme on a déjà vu IB jouer comme ça devrait le faire. L'absence de Fasnacht, ça c'est un peu plus problématique, parce qu'il y a de la qualité dans la profondeur de banc de IB, mais voilà, Fasnacht, il est peut-être un tout petit peu au-dessus, et c'est ce petit peu au-dessus qui justement permet de créer l'exploit face à des équipes de niveau... de top niveau européen. Ouais, jouer la Ligue des Champions sans avoir tous ces éléments, c'est pas idéal. Et il faut que tout le monde soit au top pour ces matchs-là, Gabin. Ça, c'est le foot. Hein. Les blessures font partie du jeu. Je pense que quand même, IB a le meilleur banc de Suisse, hein, tant au niveau nombre que de qualité. Ils vont trouver des solutions pour aller essayer de faire un exploit en Italie. Ça ne sera pas facile. On peut leur souhaiter bonne chance. On était fiers d'eux contre Manchester, et puis là, ça sera... Bien que Atalanta, même s'ils sont pas trop mal partis, je dirais même moyennement, est un petit peu moins prolifique au niveau offensif cette année, donc là, je pense qu'il y aura peut-être un coup à jouer au match aller. Bon, Vincent, vous êtes un habitué du championnat suisse, maintenant vous suivez le parcours européen du champion. Évidemment, je pense que c'est important pour le football suisse, et IB... représente le football suisse au plus haut niveau en Ligue des Champions, et c'est vrai que c'était un super exploit qu'ils ont su réaliser contre Manchester, et je pense qu'ils sont, comme disait Gabé, capables d'aller faire un résultat là-bas en Italie. Un point, c'est l'objectif, Mike? Un point, ce serait déjà bien. Moi, je pense qu'un point, ils prennent, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au classement,
avant cette deuxième journée. IB est en tête, 3 points, puisque Atalanta et Villarreal ont fait match nul. Donc oui, tous les points qu'on arrive à prendre sur la route... Et c'est 1 million dans la caisse en plus. Oui, alors... non, bah, il y a il paraît que les joueurs ne pensent pas à l'argent. Non, je pense au club. Hein. Ah, je le pense club. Le club peut-être, il pense. Que le Covid a laissé quelques trous au niveau de la trésorerie. C'est pour permettre à Stéphane Chapuisat d'aller recruter des nouveaux joueurs, tout ça. Oui, c'est jamais trop trompé, je dois dire. C'est vrai. Mais oui, aller prendre un point, ce serait évidemment idéal. On ne veut pas non plus se mettre à rêver puis se dire qu'il faut gagner. Et IB, ils ont aussi l'avantage de jouer sur synthétique chez eux, parce que certaines équipes européennes n'ont pas l'habitude. Donc ça, c'est aussi un avantage. S'ils arrivent à ramener un point d'Italie, ça sera bien pour la suite aussi. Et on peut se permettre de rêver et de les voir tout en haut. Premier de groupe, après 6 journées, on verra ça. Votre prochain rendez-vous, c'est mardi avec un énorme choc entre le PSG et Manchester City. Mais vous le savez, vous pouvez suivre tous les matchs de cette Ligue des Champions sur Blue Sport et en particulier la rencontre d'IB à Bergame. Il me reste une question à vous poser qui nous vient d'un certain Jérémy F. Qui demande si vous avez retrouvé le type qui vous vole votre jus de raisin. Non, toujours pas. J'ai une petite liste de coupables et il faut qu'il fasse attention parce que je rigole pas avec le jus de raisin. C'est pas des coupables, c'est plutôt des suspects peut-être. Pour le moment, mais il y a certainement un coupable dans le tas. Oui, mais le message est Ils passé. sont peut-être plusieurs. Donc, Mais le jus de raisin, il est fermenté ou il est nature? Non, il est nature, il est posé dans le frigo au club, mais c'est vrai que parfois il en manque un peu. Bon bah, méfiez-vous, hein, Vincent Sasso mène l'enquête. Merci beaucoup Vincent d'avoir été des nôtres. Merci Mike Perez, on vous retrouve tout bientôt sur Blue Sport. Merci Gabel Chapuisat, vous aussi. On vous retrouve tout bientôt sur Blue Sport. Vincent Sasso, on le retrouve lui, mais sur le terrain. Merci de nous avoir suivis, on vous souhaite une excellente fin de soirée sur Blue Sport. Bye bye.